pourquoi l'armée soudanaise, jusqu'aujourd'hui, refuse de négocier avec la bonne volonté, avec un engagement sérieux, avec les forces de soutien rapide. Pourquoi? Il y en a plusieurs raisons. Parmi eux, il y a les forces derrière l'armée, derrière Burhan, qui ne veulent pas établir la paix par des négociations pacifiques. Ils pensent qu'ils peuvent avoir la paix par la force. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Mounji Hamdi, ancien ministre, ancien envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Il est très actif auprès des organisations notamment autour des questions de la paix, des négociations. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va pouvoir aborder des thématiques liées un peu à vos activités actuelles. C'est que vous êtes aujourd'hui en train de préparer un haut panel qui va avoir lieu à Nairobi le 11 septembre. Et c'est co-organisé avec Amina l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Kenya. Alors aujourd'hui, avant d'aborder la problématique de ce panel, mais comme c'est centré sur le Soudan, comment aujourd'hui rappeler les fondamentaux liés à la crise de ce pays? Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, le Soudan est confronté aux pires crises humanitaires du monde. C'est les Nations Unies qui ont dit ça. La guerre qui a éclaté en 2023 entre... La guerre civile. La guerre civile qui a éclaté en avril 2023 entre l'armée soudanaise, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide a causé jusqu'à maintenant presque 150 000 morts, le déplacement de 14 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 millions d'habitants qui ont face à la famine et ont besoin d'aide humanitaire. Cette guerre tragique a aussi déclenché des atrocités comme des mass killings, je veux dire des massacres, des violences sexuelles, des épidémies, toutes sortes de crimes de guerre. Et c'est une guerre terrible, c'est une guerre oubliée malheureusement pour un peuple ignoré. Il y avait des initiatives passées à Jeddah, à Manama, à Genève et à Londres, mais elles sont toutes échouées. Alors, avant d'aborder votre panel qui va être consacré à ces questions-là, trouver les réponses à cette crise-là, c'est que le Soudan, c'est déjà connu une partition en 2011. C'est qu'il y a le Soudan du Sud qui s'est séparé du Soudan global. Et depuis, ce pays est plongé dans des rivalités considérables. C'est un pays qui a connu 17 coups d'État. Il y a eu 2 guerres civiles. Il y a cette espèce le côté multiethnique du pays, 56 groupes ethniques, mais cette complexité-là était dès le début installée à travers la création de ce pays. C'est-à-dire que comment aujourd'hui sortir de ce pays, de ce cycle infernal, et comment entrer dans les détails, les raisons de cette crise? Le Soudan, même s'il était divisé, le Soudan reste un grand pays. Mais le problème, c'est que les 2 généraux, Al-Burhan et Hamidati, se combattaient pour le pouvoir, en fait.
Et surtout, l'armée soudanaise ne veut pas négocier une paix stable et durable. Ils pensent et ils insistent depuis longtemps pour des solutions militaires, tout en refusant toute initiative de négociation. Et c'est malheureux. Pourquoi? Parce que les guerres civiles ne se gagnent jamais par la force. Même, en fait, je suis sûr que personne ne peut gagner ou ne peut remporter une victoire décisive. C'est impossible. Ok, mais quels sont les leviers possibles pour pouvoir pousser? Les leviers possibles, c'est que la communauté internationale et surtout les États-Unis, comme Trump a déclaré récemment, et ils doivent mettre la pression sur les belligérants de s'asseoir autour de la table, cesser le feu immédiatement, négocier une stratégie de paix et mettre en place un gouvernement civil en dehors de l'armée soudanaise et en dehors des forces de soutien rapide. Un gouvernement soutenu par les partis soudanaises, accepté par toutes les parties soudanaises et soutenu par la communauté internationale afin d'établir une voie politique qui mènera pour des élections présidentielles et législatives. Je pense que c'est la seule option pour établir la stabilité au Soudan. Sinon, plus que cette guerre perdure, plus que les souffrances et le risque de déstabilisation régionale sont grands. Surtout qu'aujourd'hui, derrière l'armée soudanaise et derrière les forces de soutien rapide, il y en a d'autres forces. Oui, mais on va y revenir. Mais c'est-à-dire que la proposition de Trump va prendre du temps avant de voir le jour. Non, en fait, ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce qu'il a appelé l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Grande-Bretagne, pour une réunion pour mettre en place une stratégie pour encourager les belligérants à s'asseoir autour de la table. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'espoir pour que cette initiative réussisse, parce qu'il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Oui. Le Soudan, c'est 2 millions de kilomètres carrés avec 9 voisins autour. C'est-à-dire que, comme dit le dicton, quand le Soudan tousse, c'est toute la région qui s'enrhume. C'est-à-dire que comment cette crise-là pèse de tout son poids sur ces pays qui sont aussi impliqués dans ce conflit? Absolument. C'est pour cela que j'ai dit que j'ai parlé des forces derrière l'armée soudanaise, par exemple. Aujourd'hui, il y en a, tout le monde sait que les frères musulmans, il y en a aussi des brigades extrémistes lourdement armées qui combattent aux côtés de l'armée soudanaise. Et ces mêmes brigades pourront servir comme noyau de prolifération d'autres groupes extrémistes de la région. Et va s'aggraver tout le processus de cette guerre. Donc il faut absolument, avant que cette crise devienne encore pire, de l'arrêter immédiatement. Pour la lisibilité de vos propos, c'est-à-dire qu'on a envie de comprendre qui sont ces acteurs qui se cachent derrière et qui aussi participent, dont on a parlé de la Russie, il y a le rôle d'autres pays, notamment on prête beaucoup de choses aux Émirats. Est-ce que vous pourrez nous donner, pour la clarté et la compréhension du sujet, comment les choses se passent? Voilà, il y en a toutes sortes de campagnes de désinformation sur beaucoup de données. Mais moi, je me base surtout sur les experts des Nations Unies qui sont chargés du Soudan. Les rapports de ces experts ne mentionnent jamais l'implication, par exemple, des Émirats arabes unis. Ils mentionnent... Et ces enquêteurs sont fiables? Bien sûr fiables. Ce sont des experts indépendants. D'accord. Élus par les Nations Unies, et ils sont très compétents. Tout ce qu'ils disaient sur les Émirats arabes unis, c'est les aides humanitaires. Ils donnent de l'aide humanitaire et c'est normal. Ils donnent ça aux Nations unies, les Nations unies distribuent. Donc il y en a des
campagne, comme j'ai dit, de désinformation pour détourner l'opinion internationale sur les crimes et surtout sur l'utilisation d'armes chimiques qui a été prouvée par les États-Unis. En fait, ils ont imposé des sanctions sur l'armée soudanaise et sur le Burhan lui-même. Donc, mais on attribue les armes, l'attribution en tout cas des armes chimiques à la Turquie comme est-ce que c'est Je n'ai pas d'informations sur ça franchement, mais il y avait des rapports qui disaient qu'il y en a des entreprises turques qui ont livré des drones à l'armée soudanaise. Oui. Et quid du rôle de l'Égypte, de l'Éthiopie, parce que ces pays-là ont tout intérêt, ils sont déjà en conflit sur ce qu'on appelle la géopolitique de l'eau, c'est-à-dire que la guerre de l'eau avec le Nil et le barrage éthiopien, mais dites-nous un peu le... Encore une fois, franchement, moi, comme tout le monde, je lis des rapports et tout, mais je n'ai pas de preuve de l'implication de l'Égypte, de l'Éthiopie ou quelque chose comme ça. Mais c'est clair, on peut voir les médias de ces pays, et par exemple, ils soutiennent une partie contre l'autre, mais je n'ai pas de preuve tangible. Oui. Et donc, pour revenir à votre haut panel, ouais. C'est un haut panel organisé, comme je l'ai dit, avec votre collègue Kinyan. C'est-à-dire que ça va être un moment pour répondre à l'interrogation que vous avez ici pertinemment formulée. Pourquoi les initiatives de paix passées n'ont-elles pas réussi à mettre fin à la guerre? C'est une question et tout le monde cherche la réponse. C'est une question importante parce qu'il y avait ici sous cette initiative, mais elles sont toutes échouées. On va discuter pourquoi. Pourquoi, par exemple... Mais en tirant les enseignements de ce qui a été fait. Oui, exactement. Par exemple, pourquoi l'armée soudanaise, jusqu'aujourd'hui, refuse de négocier avec la bonne volonté, avec un engagement sérieux, avec les forces de soutien rapide. Pourquoi? Il y en a plusieurs raisons. Parmi eux, il y a les forces derrière l'armée, derrière Burhan, qui ne veulent pas établir la paix par des négociations pacifiques. Ils pensent qu'ils peuvent avoir la paix par la force. Or, d'après l'histoire, aucune guerre civile n'a été gagnée par la force. Toutes les guerres civiles étaient résolues. Mais ça, on le sait, mais quand même, il y a des enjeux. Ces gens-là ne savent pas, parce que sinon la guerre a été arrêtée. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi ces enjeux considérables sur les ressources de pays, les richesses du pays. C'est-à-dire que pétrole, or et bien d'autres matières. Le pays est très riche, mais les gens sont très pauvres en ce moment. Ils n'ont pas quoi manger. Même l'aide humanitaire des Nations Unies n'arrive pas aux zones où il y a la guerre. Et parfois, les armées ne laissent pas les organisations internationales entrer pour distribuer l'aide. Et c'est terrible, parce qu'il y a la famine, il y a des épidémies, il y a toutes sortes de tragédies dans ce pays. Quels sont vos relais pour pouvoir faire entendre votre voix et surtout valoriser les expériences possibles pour pouvoir sortir de... Tout ce qu'on peut faire, nous, comme des Africains qui veulent trouver une solution pacifique pour ce conflit, c'est de médiatiser, de parler du Soudan. Parce que je l'ai appelé, moi, c'est une guerre oubliée, un peuple ignoré, malgré cette drame, cette tragédie. Donc on parle de ça, on veut que l'opinion internationale sache ce qui se passe exactement et que la communauté internationale fasse de son mieux pour mettre la pression sur les belligérants de s'asseoir autour de la table. Il n'y a pas d'autre option. Pour moi, c'est la seule option. La guerre, cette guerre, personne des deux côtés ne peut gagner ou ne peut remporter une victoire décisive. Alors, les Nations Unies peuvent-elles vraiment jouer un rôle? Parce qu'on voit que jusqu'ici, elles n'ont pas bougé beaucoup. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi encore.
Mais moi, je pense, franchement, on doit dire les choses telles que la seule force qui peut mettre la pression sur les deux belligérants, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont un poids énorme, politiquement et militairement, et c'est les seuls qui peuvent imposer la paix à ces gens-là. Sans jouer le contradicteur dans cette affaire-là, mais les États-Unis, on le voit avec Trump, c'est une autre approche des relations internationales, une autre approche du monde et de la géopolitique. C'est-à-dire que vous avez des espoirs que les États-Unis puissent bouger? Oui, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y avait déjà des contacts entre le conseiller principal de Trump, Boulos, avec l'armée soudanaise et avec les forces de soutien rapide pour les encourager à mettre fin à cette guerre et d'organiser des négociations sérieuses très prochainement. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays qui a 9 voisins. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont eux-mêmes malades ou fragiles. Est-ce que vous avez des échos sur les éléments de déstabilisation par ce qu'on voit, les déplacés Est-ce que vous avez une idée? Certainement, parce qu'aujourd'hui, on a près 4 à 5 millions de Soudanais qui se sont déplacés aux pays voisins. Donc les pays voisins ne peuvent pas supporter tout ce genre de réfugiés. En plus, il y a le risque des groupes terroristes qui peuvent déstabiliser les autres pays fragiles comme le Tchad, comme le Sud-Soudan. Donc, ce sont des pays fragiles, ça risque ce conflit, ça risque de se propager dans ces pays-là. Les experts utilisent un terme savant, la guerre d'attrition qu'on voit, cette guerre de destruction mutuelle, si je puis dire. Est-ce que aujourd'hui on a les éléments pour pouvoir en fait imaginer des intermédiaires soudanais eux-mêmes pour qu'ils soient... Oui, on a des groupes soudanais qui sont en train d'essayer de trouver des solutions entre ces deux belligérants. Mais je ne pense pas qu'ils vont arriver, franchement, parce que ce sont des politiciens et le militaire est très fort. Le militaire, tant qu'il n'y a pas la bonne volonté de ces deux généraux pour céder le pouvoir aux civils, parce que le militaire, par exemple, lui, il a le pouvoir en ce moment au Soudan. Le rôle du militaire, c'est de la sécurité du pays, ne pas de gouverner le pays. Donc, ils doivent céder la gouvernance du pays à un gouvernement civil, comme j'ai dit, accepté par tous les partis soudanaises. J'espère que, en tout cas, les prochaines semaines permettent de sortir des incantations à propos de ce conflit, mais je voudrais profiter de votre expérience et surtout expertise. Vous étiez le patron de la MINUSMA. C'est-à-dire que cette force unisienne installée pendant une dizaine d'années au Mali, c'est-à-dire que comment voyez-vous aujourd'hui ce Sahel en feu et qui est dans un état de tourmente majeure avec un djihadisme qui est en train de tout dévaster? Oui, c'est un autre cas regrettable parce que avec la MINUSMA et avec des pays comme l'Algérie, la France et d'autres, on a pu négocier un accord de réconciliation nationale et de paix entre le gouvernement malien et les rebelles. Malheureusement, le gouvernement malien n'a pas voulu mettre en œuvre cet accord. Et on voit maintenant, ils ont appelé Wagner et tout, donc c'est une déstabilisation totale. Je ne sais pas, ça va amener où, mais ça va s'arrêter un jour, parce que ces Wagner sont des mercenaires, ils ne vont pas rester... Mais vous attendiez-vous à cette espèce de
Mais on a en face de nous une déstabilisation majeure avec un trou noir qui est le djihadisme qui est en train de démanteler les États. Oui, mais le djihadisme, surtout au nord du Mali, c'est le résultat d'exclusion des Touaregs et des Arabes qui sont au nord du Mali. Mais il n'y a pas uniquement le Mali, il y a le Burkina Faso, le Niger. Il faut savoir vivre ensemble, il faut apaiser les corps et les esprits, vivre ensemble. Le Mali est un pays énorme, grand, je veux dire, tout le peuple peut vivre là-bas en paix et en sécurité. Mais ce que le gouvernement malien ne veut pas donner de l'espoir pour les gens du Mali du Nord. Comment se fait-il que les institutions panafricaines comme l'Union africaine et d'autres, la CEDEAO pour la région de l'Afrique de l'Ouest et un peu au-delà, mais comment se fait-il que ces organisations sont dans une impuissance totale? Impuissance totale parce qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas la bonne volonté des parties prenantes. Je prends le cas de Mali, le gouvernement ne veut pas des Nations Unies, ne veut pas de l'Union africaine, ne veut pas. Il y a les jeunes militaires qui ont fait un coup d'État, ils ont contrôlé le pays, ils ont amené Wagner pour les protéger, et ils ont chassé les rebelles. Mais ça ne va pas durer parce que les rebelles vont continuer à se battre pour leur pays ou pour l'Azawad, comme on l'appelle. Est-ce qu'il y a une connexion possible en termes d'amplification du chaos entre le Sahel, notamment à travers le cas malien, et le Soudan que vous suivez de près? Oui, il se peut. Vous savez pourquoi tout à l'heure j'ai évoqué l'existence des brigades d'extrémistes aux côtés des forces maliennes. Et ces brigades pourront servir comme un moyen de prolifération des groupes terroristes. Il y aura peut-être des groupes terroristes du nord du Mali ou du Sahel qui vont s'installer au Soudan, parce que les groupes terroristes cherchent toujours l'instabilité. C'est là où ils peuvent travailler. Donc il y a ce danger-là de liaison. Le risque, c'est que le Soudan deviendra l'épicentre des groupes terroristes si cette guerre perdure. Et si, voilà, Quel est le pays capable de peser et d'être ce qu'on appelle un acteur africain capable de l'intermédiation ou d'être capable de faire bouger les choses? Il n'y a pas un seul pays. Il y a l'Union africaine, il y a les Nations unies, mais ils ont échoué. Mais je pense qu'avec le poids des États-Unis, ils peuvent faire quelque chose. Si les États-Unis, l'Union africaine, l'Union européenne, pourquoi pas, comme on a fait au Mali, ils peuvent exercer assez de pression pour encourager les deux parties de se mettre à table et négocier, cesser le feu et négocier une paix durable. Cette première édition du haut panel donc, qui va avoir lieu le 11 septembre, est-ce que vous pensez l'institutionnaliser, pour lui donner une durée de vie plus longue? Oui, bien sûr. On a organisé déjà un panel à Genève le 2 juillet dernier et on organise la semaine prochaine à Nairobi. Peut-être on va organiser un autre panel à New York pour sensibiliser l'opinion internationale de cette crise tragique du Soudan et d'essayer de trouver une solution pacifique le plus tôt possible, avant que les choses deviennent hors contrôle. Mais pourquoi les Africains sont dans cette espèce de décalage surprenant? Parce qu'ils font des panels, des collabs pour parler, mais l'opérationnalisation des idées, des propositions, l'opérationnalisation est vraiment minime. Ouais, c'est vrai, oui. Nous, comme acteurs qui veulent la paix dans l'Afrique, parce que ce n'est pas seulement moi, il y a avec nous la fondation Kofi Annan, qui est une fondation très respectée,
Donc on va faire ça avec Kofi Annan Foundation, avec Amin Alai Foundation, une grande organisation à Nairobi pour la paix. Et on va pousser pour ça. Ils sont tous des Africains et des Africaines. Et on doit travailler pour l'Afrique, pour la paix en Afrique, le minimum qu'on peut faire. Vous êtes, après avoir occupé ces responsabilités, très impliqué dans les négociations, les processus de pacification. Qu'est-ce qui explique ce tropisme? Oui, franchement, je suis passionné par la médiation, par les négociations et tout. Et j'aimerais bien contribuer le minimum que je peux contribuer avec mes collègues comme Amina Mohamed, qui est une dame exceptionnelle. Elle était ministre des Affaires étrangères du Kenya. Elle était aussi le numéro 2 de l'UNEP. Elle est une femme très respectée, très impliquée dans la guerre civile. Je veux dire, elle s'intéresse énormément aux guerres civiles au Soudan. Et peut-être on va aller à l'Assemblée générale au mois d'octobre ou fin septembre pour présenter le sommaire de ce panel à Nairobi et pour essayer de sensibiliser. D'approcher les acteurs véritablement. Oui, absolument. Qu'il y a une guerre civile, parce qu'il y a, depuis quelques mois, la communauté internationale n'a rien fait. La dernière réunion sur le Soudan, ça a été à Londres au mois d'avril, je pense. Et alors? Donc on doit bouger, on doit essayer de les pousser à s'impliquer. Et en sondant et en approchant les personnalités pesantes, est-ce que vous avez des échos? On a des personnalités pesantes, mais franchement, comme je vous ai dit, pour moi, j'étais content quand les États-Unis ont annoncé cette initiative de paix pour le Soudan, qui va être soutenue par l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, peut-être la Turquie et la Grande-Bretagne. Donc ce sont des pays qui pèsent trop dans la région et je pense qu'ils vont réussir à convaincre les belligérants à trouver une solution pacifique parce qu'il n'y a pas d'autre option. Merci d'avoir été parmi nous, d'avoir expliqué et clarifié un peu cette crise qui perdure depuis quelques temps et qui fait des dégâts énormes. Je vous dis à bientôt. Merci. Je vous remercie, à la prochaine fois.